Donc nous en venons au vote solennel sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité pour 2026. Je vais donner la parole donc pour 5 minutes à un orateur par groupe. Monsieur le Président Ciotti pour l'Union de droite pour la République. S'il vous plaît. Allez-y, Monsieur le Président. Merci de quitter l'hémicycle en silence, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc à l'heure du choix, au carrefour quelque part de la vérité et du mensonge. Face à ce budget de soumission et de démission, nous serons au rendez-vous du soutien des Français. Mes chers collègues, entendez-vous dans le pays la colère qui gronde? Avez-vous confiance de l'image désastreuse qui est offerte aux Français? Nos concitoyens ont bien compris, Madame la Ministre, que votre objectif n'est pas de gouverner, de décider, de choisir, de servir le bien commun et l'intérêt général. Non, votre seul objectif, c'est de durer encore une minute, encore quelques mois, encore quelques semaines. Vous nous proposez finalement ce soir un quoi qu'il en coûte politicien, indigne de la Ve République. Alors naturellement, notre groupe ne votera pas ce PLFSS. Un PLFSS inutile, néfaste, dangereux. Un texte qui non seulement ne résorbe pas le déficit, mais qui va l'accroître durablement en menaçant la croissance. C'est un projet qui, en plus, prend nos aînés pour cible, s'attaque aux épargnants, fragilise les entrepreneurs, s'attaque aux médecins. Un texte qui n'est pas pour les Français, mais un texte qui est pour vous et pour votre égoïsme politicien. Vous qui êtes prêts à accentuer le déficit de 24 milliards d'euros pour obtenir le vote des socialistes. Mais tout cela, finalement, n'est pas très grave. Ce n'est pas votre problème, c'est celui des Français. Vous qui êtes prêts à augmenter de 16% la CSG sur les revenus du capital, des indépendants, des artisans, des professions libérales, des commerçants, en tuant le prélèvement forfaitaire unique, qui était pourtant un des rares acquis des présidences Macron. Tout cela pour satisfaire au diktat de M. Hollande et de M. Faure. Vous qui êtes prêts à prendre la médecine libérale en otage, mais là encore, point n'est votre problème, c'est celui des Français. Nous, à l'UDR, avec notre alliance avec le Rassemblement national, nous avons brandi un bouclier pour protéger les Français face à ces attaques. Nous nous y sommes opposés directement, franchement, nettement. Nous avons notamment mis en échec votre volonté de vous attaquer au pouvoir d'achat des retraités. Nous avons mis en échec votre volonté de vous attaquer à la médecine libérale. Nous ne sommes pas ici comme vous pour sauver nos postes, nos places. Nous sommes ici pour servir les Français. Et par quels moyens en plus? Même pas par un véritable débat ici dans l'hémicycle. Ce budget s'est négocié dans les arrière-cuisines, à coups d'interruptions de séance, d'amendements bricolés, de déjeuners secrets. Monsieur Faure, à Matignon, vous avez ressuscité
la néfaste et funeste 4e République. Ce PLFSS est fait dans l'entre-soi, contre les Français. Derrière l'opposition de façade de messieurs Wauquiez et Philippe, les Français paient leur abstention ou leur soutien honteux à ce budget. La tambouille, les habituelles manœuvres, celles qui écœurent les Français. Bruno Retailleau, mes chers collègues du groupe DR, a raison de parler de hold-up fiscal, social et démocratique concernant ce PLFSS. Et dire en conclusion, naturellement, puisque c'est la logique, que ce texte est invotable. J'appelle nos collègues LR à tirer les conclusions de son analyse en votant contre ce texte. À tous, libérez-vous des marchandages et des intimidations. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Ne vous soumettez pas à l'alliance Le Cornu, Attal-Wauquiez. Ne vous compromettez pas. Pensez aux Français, pensez à ceux qui vous regardent, aux retraités, aux artisans, aux commerçants. Merci. Ne votez pas avec votre peur, votez avec votre liberté. Merci, Monsieur le Président Ciotti. La parole est à présent à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous déplorez les dérapages budgétaires dont vous êtes les auteurs. Vous dénoncez les déficits structurels dont vous êtes les responsables. Vous pouvez tenter de détourner le regard ou chercher des responsables ailleurs. La cause du problème n'est pas votre opposition qui vous lance des alertes. La cause originelle du problème, c'est Emmanuel Macron et la politique destructrice qu'il vous impose de conduire depuis près de 9 ans. Votre PLFSS pour 2026 n'en est qu'une illustration parmi d'autres. C'est plus de taxes pour les Français, plus de contraintes pour les entreprises, plus de difficultés pour notre système d'accès aux soins. Votre trajectoire politique nous mène droit dans le mur et vous accélérez. Alors que beaucoup vous alertent, comme le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui évoque, je cite, « la perte de contrôle de nos finances sociales ». Dans le même temps, par manque de pragmatisme, par aveuglement idéologique ou les deux à la fois, vous refusez de vous attaquer aux vrais chantiers d'économie et de réduction de dépenses. L'immigration, la suradministration, les dérapages des comptes sociaux, les insincérités budgétaires ou encore la lutte contre la fraude. À ce sujet, nous réclamons depuis des années des mesures fermes et fortes contre les fraudeurs. Nous serons très exigeants sur le texte dont l'examen démarre ce soir. Votre PLFSS est socialement injuste et économiquement délétère. Toujours irritant malgré nos efforts pour le rendre le moins néfaste possible pour les Français. Il demeure inacceptable. Or, s'abstenir, c'est voter pour. Donc, nous voterons contre. Ce texte est mauvais et donc conforme au bilan désastreux du macronisme qui aura fait tant de mal à la France et aux Français. Le macronisme, c'est plus de 1100 milliards d'euros de dettes, un tissu économique en crise, une désindustrialisation accélérée, l'appauvrissement des Français, l'explosion des prix de l'énergie, l'abandon des territoires, sans parler des marques régulières de mépris et d'arrogance, la signature macroniste. Le bilan macroniste en matière économique, il est catastrophique. Et à ce titre, vous avez perdu le droit de donner des leçons d'économie à qui que ce soit. Le bilan macroniste en matière sociale, il est catastrophique. Les Français en souffrent et leurs moyens de vivre se réduisent à grande vitesse. Notre modèle social s'effondre sous nos yeux, les services publics de proximité se dégradent et reculent, la désertification médicale s'accentue, elle génère de graves pertes de chance et du renoncement aux soins. Les Français ne trouveront pas de source de réjouissance dans ce texte. Ils n'y trouveront que des taxes supplémentaires, 1,2 milliard de hausse de la CSG sur les produits de l'épargne et du patrimoine, 1,1 milliard sur les complémentaires santé, qui répercuteront mécaniquement sur les tarifs au détriment du pouvoir d'achat des Français, alors qu'augmente sans cesse le reste à charge pour les dépenses de santé. Les soignants y trouveront malheureusement une nouvelle étape d'obligation vaccinale sans aucun respect du principe de liberté. Le groupe RN a tenté de limiter la casse en supprimant certains irritants comme le gel des pensions de retraite, des prestations sociales, notamment familiales ou encore pour les personnes handicapées. Dans ce texte, la seule maigre avancée est un report d'application de la réforme des retraites. En attendant
la présidentielle de 2027 et la mise en œuvre d'une réforme juste, celle défendue par Marine Le Pen. Sinon, rien n'est proposé pour lutter contre la financiarisation de la santé, rien pour accroître le nombre de soignants, ni soutenir la médecine libérale, la médecine des villes et villages, rien pour répondre à la crise des urgences hospitalières. Ce budget social continue sur le même chemin de l'échec, car vous refusez de vous remettre en cause. Vous ne tirez jamais les leçons de vos erreurs. Pire, vous vous déresponsabilisez alors que ce texte ne répond en rien aux enjeux les plus cruciaux de santé, de travail ou de solidarité. Les Français attendent une rupture. Ils attendent l'alternance pour un véritable changement de cap, un changement politique concret. Ils n'attendent plus rien des gouvernements macronistes, si ce n'est leur départ. Alors, je vous le dis, chers collègues, seul le Rassemblement national aura le courage de changer réellement le cap au service des Français. Nous allons, nous, redonner confiance et espoir dans la politique que nous mènerons pour la nation française. Alors, courage, patience, on arrive. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Pierre Cazeneuve pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. Un bon compromis, c'est quand à la fin, personne n'est vraiment content. Mission accomplie. Au moment de voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, le groupe Ensemble pour la République veut dire clairement les choses. Non, ce texte n'est pas le nôtre. Il contient des mesures que nous ne soutenons pas, un déficit bien au-delà de la trajectoire que nous soutenons et des reculs sur des réformes que nous avons portées, défendues avec détermination, car nous les jugeons encore aujourd'hui indispensables. Et pourtant, nous voterons unanimement pour. Nous voterons pour, non pas par facilité, non pas par renoncement, mais par sens de l'État et de l'intérêt général, fidèle à cet esprit de compromis qui nous a guidés depuis le début de ces débats budgétaires derrière notre président de groupe, Gabriel Attal. Car c'est le mandat que nous ont confié les Français. Tout d'abord en élisant une Assemblée nationale sans majorité claire et ensuite en nous demandant de trouver un chemin commun. C'est cet appel auquel ont aussi répondu les députés du groupe socialiste, les députés du groupe Lyot, les députés du groupe Horizon, les députés de la droite républicaine, les députés démocrates. Dans ce grand moment de clarification démocratique, le vrai visage du Rassemblement national et de la France insoumise va lui aussi se relever au grand jour. Celui du cynisme, celui du populisme. Ce vote, il va séparer notre Assemblée en deux. D'un côté, les artisans de la stabilité, de l'autre, les ingénieurs du chaos, les professionnels du bordel, les entrepreneurs du désordre, les architectes du vacarme, les virtuoses du blocage. Ce cynisme, mes chers collègues, il sera à son paroxysme quand, dans quelques minutes, ceux qui ont hier combattu la réforme des retraites vont voter contre sa suspension aujourd'hui. Car à la vérité, les travailleurs, les retraités, les Français, tout simplement, vous n'en avez rien à faire. Non, vous, la seule chose qui vous importe, c'est vos petits calculs électoraux, c'est votre petite magouille pour tenter de précipiter une élection ou encore en anticiper une autre. Ce vote, il n'emporte pas nos convictions, loin de là. Plus que jamais, nous interpellons sur la nécessité de réduire nos dépenses. Plus que jamais, nous affirmons qu'il faudra travailler plus longtemps pour financer notre modèle social. Et nous portons pour cela une réforme des retraites radicale, structurante, pour répondre aux aspirations de chacun et ne pas faire peser sur les seuls actifs de demain notre irresponsabilité collective d'hier et d'aujourd'hui. Évidemment, ce budget n'est pas parfait. Mais un budget parfait en pareille circonstance ne peut exister. C'est un compromis réaliste. Il garantit la continuité du financement de notre système de santé. Il préserve le versement des prestations sociales. Il protège nos hôpitaux, conscrit un certain nombre de dépenses et grâce à l'action de notre groupe, il sauvegarde le salaire de nos apprentis et ne taxe pas plus les tickets restaurants de nos travailleurs. Or, en cas de rejet de ce budget, le coût de l'inaction, nous le connaissons. C'est 30 milliards d'euros de déficit pour la sécurité sociale en 2026, selon son propre directeur. C'est aussi l'impossibilité
d'adresser à nouveau des défis majeurs auxquels notre pays est confronté. Si, chers collègues, nous sommes encore au printemps en train de discuter de ce projet de loi de finances, c'est au détriment d'une loi pour protéger nos enfants face au fléau des réseaux sociaux que nous portons là aussi avec notre groupe. C'est au détriment d'une loi pour lutter contre le narcotrafic, pour élargir les conditions de rétention administrative des étrangers délinquants, pour tracer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Si ce texte n'est pas adopté, chers collègues, ce n'est pas la promesse d'un déluge à venir ou des 10 plaies d'Égypte qui s'abattraient sur les 6 côtés de l'Hexagone. Mais c'est la certitude de l'incertitude. C'est celle d'un déficit qui s'envolerait encore un peu plus, de projets utiles pour le pays qui ne verraient pas le jour. Et c'est aussi et surtout celui de l'échec de notre Parlement et ceux qui croient encore un peu à la démocratie représentative. Car oui, notre Parlement doit être au rendez-vous de l'histoire. Élu seulement depuis 2022, c'est la première fois en 3 ans que je vais pouvoir m'exprimer définitivement sur le vote d'un budget. Et je compte bien me saisir de cette opportunité. Comme nous nous sommes toutes et tous, collectivement, saisis de cette opportunité pendant les 120 heures de débat qui ont permis de faire évoluer drastiquement ce budget, une première fois dans l'histoire de la 5e dans de pareilles dimensions. Nous assumons donc de voter ce texte imparfait, mais nécessaire. Nous assumons de dire aux Français, oui, ce budget n'est pas celui que nous aurions écrit, mais il évite le blocage, il protège vos droits, il garantit la solidarité nationale. Jaurès disait, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Mais dans le cas présent, je pense qu'au contraire, il vaut mieux comprendre l'idéal et aller au réel. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les mêmes qui sont victimes de l'utopie. Les travailleurs, les petits retraités, les familles modestes, les soignants, ceux pour qui, plus que jamais, nous avons besoin de protection sociale tiennent debout. Alors pensons à eux, donnons un budget à la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Adrien Clouet pour le groupe La France Insoumise. Merci. Présidente, collègues, ministres, l'orateur précédent macroniste a conclu avec Jean Jaurès. Je vais démarrer également avec, en rappelant qu'il n'y a de mouvement révolutionnaire que là où il y a de la conscience. Malheureusement, chez vous, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, il va falloir aller sur le fond du dossier. L'orateur précédent disait également « ce budget n'est pas celui que nous aurions écrit ». On se demande donc qui l'a écrit finalement. Mais on a peut-être des réponses dans les éléments de scandale sortis ce matin avec les conseillers du Premier ministre qui visiblement passent des coups de téléphone obscurs à des entreprises privées pour essayer de faire changer de vote certaines et certains parlementaires, comme l'ont dit des écologistes, témoignant du fait que des dirigeants d'entreprise leur avaient dit que selon le vote qu'ils ou qu'elles auraient la joie ou l'heure d'accepter, eh bien, le gouvernement prendrait des décisions différentes en matière de programmation énergétique. Donc, il y a aujourd'hui un vote sous chantage. Ce serait une raison, par ailleurs, avant même d'aller au fond du texte pour ne pas l'accepter, voire évidemment pour le refuser. Mais revenons au principe de ce qu'est un budget ou un texte financier. Dans une démocratie, le budget, depuis le début de la démocratie parlementaire, c'est le texte qui sépare une majorité et son opposition. J'aimerais bien savoir qui aujourd'hui rentre dans la majorité. Et nous aurons sans doute le résultat d'ici quelques minutes. Mais quoi qu'il en soit, ce texte n'est pas qu'une question déterminant majorité et opposition, c'est un sujet de méthode, puisque depuis le début des discussions, tout a été fait pour empêcher le débat d'avoir lieu de manière tout à fait rationnelle et normale. Je ne vais pas revenir sur cette soirée formidable il y a 10 jours où, à minuit, les ministres parlaient encore pour nous empêcher de discuter et faire tomber tous les amendements qui venaient et qui étaient anticipés, ce qui fait que nous n'avons pas discuté, par exemple, du financement de l'autonomie ou d'autres choses. Je ne vais pas revenir sur le chantage que j'évoquais à l'instant avec les conseillers qui passent par l'entreprise privée, mais je voudrais dire qu'il n'est pas normal qu'un Parlement soit amené à discuter parfois de 500 amendements en une journée, car ce n'est pas un rythme normal de travail. Et cela conduit à ce que des parlementaires parfois retirent des idées qu'ils ou qu'elles ont, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions politiques sur ces bancs. Toutes sont légitimes à être discutées. Or, la manière dont le débat a été conçu visait directement à arriver au stade actuel, c'est-à-dire des arrangements et des tambouilles qui ont lieu une fois le dîner, une fois au déjeuner, puisqu'il est un peu plus de 19h, je crois, j'arrive pas à voir l'heure d'ici. Bref,
quoi qu'il en soit, nous avons bien vu que toute la discussion a eu lieu en dehors de l'hémicycle, puisque de pause en suspension, de suspension en pause, nous arrivons avec des chiffres, tableau d'équilibre, arrangement, magouille, engagement, négociation, concession, dont nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants. Nous savons en revanche ce qu'il n'y a pas dans ce texte. Par exemple, il n'y a rien sur la question de l'autonomie, rien du tout. Pour le grand âge ou les personnes en situation de handicap, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans la mesure où l'AAH ne sera toujours pas réévalué au niveau du SMIC, dans la mesure où les dispositifs médicaux ne seront pas remboursés, dans la mesure où les AESH ne seront toujours pas fonctionnalisés, les logements ne seront toujours pas accessibles, les maisons de retraite ne seront toujours pas publiques. Bref, il n'y aura rien pour répondre à la détresse la plus vive de millions de Françaises et de Français qui attendaient pourtant des choses de vous, comme quoi, malheureusement, en dépit des preuves du contraire, ils espèrent toujours un peu d'humanité de la part du gouvernement. Il y a en revanche quelques éléments dans le texte qui méritent que nous nous en débarrassions assez vite. Taxation de 1 milliard sur les cotisations des mutuelles. Toutes celles et ceux qui voteront aujourd'hui ce texte seront complices d'une augmentation des cotisations des mutuelles et des assurances privées. Cela signifie que vous devrez dire au 1er janvier à nos compatriotes « c'est à cause de mon vote que tu payes plus cher pour des soins identiques ». Et vous ne leur direz pas que cela. Vous leur direz aussi « si j'ai voté oui », cela te conduira à plafonner à 1 mois maximum tes arrêts maladie. Ça veut dire à la fois dessaisir les médecins de leur capacité d'appréciation, car qui ici s'estime plus compétent que le médecin qui reçoit une personne en souffrance pour estimer de combien de temps elle a besoin pour guérir et pour aller mieux, mais également que vous direz aux assurés sociaux eux-mêmes et elles-mêmes « nous avons fait des économies sur ton dos et tu retourneras travailler, y compris si tu n'es pas en capacité morale ou physiologique de le faire au risque de te blesser gravement ». Voilà quels sont les enjeux de ce texte. On pourrait y rajouter bien sûr le nouveau régime d'affection longue durée que vous voulez créer. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui par exemple sont diabétiques, basculeraient dans un nouveau régime pour faire un demi-milliard d'économies. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire 300 € de frais en plus pour elles et pour eux. 300 € pris à nos compatriotes qui ont une situation de diabète, par exemple. Qui ici a été élu? Qui a été élu pour faire les poches de personnes qui ont le diabète, des cotisants aux mutuelles ou des personnes en arrêt maladie? Et je reste là uniquement sur les malades eux-mêmes, car les établissements sont aussi concernés avec la mise sous tutelle et les malus financiers pour établissements de santé qui prescriraient trop de soins, qui accueilleraient trop de patientes ou trop de patients. Qui ici a été élu pour réduire les dotations des hôpitaux? Pas nous, collègues, rejetons ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur le président Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous sommes dans un moment grave et singulier dont chacun a ici la haute conscience. Il y a 18 mois, la dissolution décidée par le seul président de la République a projeté la politique hors de son orbite. La Ve République est morte, la Sixième n'est pas née et dans ce clair-obscur, il nous faut inventer les règles d'un régime incapable de dire ce qu'il est, sans majorité et sans grammaire. Le fait minoritaire se substituant au fait majoritaire, chacune et chacun d'entre nous se trouve investi d'une responsabilité inédite et éminente. À nous, socialistes comme à d'autres, il a fallu penser l'exercice de l'opposition comme on parle de l'exercice du pouvoir. Une opposition responsable de chacun de ses actes, qui peut faire et défaire les majorités, faire et défaire les gouvernements, faire et défaire les budgets. Une opposition, néanmoins, déterminée à combattre la politique d'Emmanuel Macron dont nous dénonçons depuis le premier jour la brutalité et que nous considérons comme un échec qui a fracturé les Français et affaibli le pays comme jamais. Une opposition utile dans la fidélité au contrat qui nous lie aux Français qui espèrent de la gauche un changement dans leur vie. Fidèle à la majorité absolue des vies difficiles qui ne peuvent pas se payer le luxe d'attendre ou d'espérer le luxe du tout ou rien. Et tant pis si certains font feu aujourd'hui sur nous, comme ils le faisaient hier, feu sur Léon Blum, car pour cela, gouverner, c'est trahir, même quand on ne gouverne pas. Et tant pis si d'autres, avec le même acharnement à jouer la politique du pire,
considère qu'on a trop cédé aux socialistes. Oui, comme le disait Jaurès, il nous plaît que notre parti ne soit pas composé de ces éternels impuissants qui critiquent et qui combattent toujours trop tard. Aux Français qui s'interrogent et qui s'inquiètent, je veux dire ce qu'était le budget initial de la sécurité sociale et où nous en sommes après avoir combattu âprement depuis des semaines. Suppression de 2 jours fériés, il n'en est plus question. Réforme de l'assurance chômage, il n'en est plus question. Gel des minima sociaux, il n'en est plus question. Gel des pensions, il n'en est plus question. Gel du barème de la CSG, il n'en est plus question. Doublement des franchises médicales, il n'en est plus question. Rabot sur les tickets restaurants et les chèques vacances, il n'en est plus question. Augmentation des cotisations sur les apprentis, il n'en est plus question. Remise en cause des aides à l'embauche en Outre-mer, il n'en est plus question. Quant à la réforme des retraites, réforme emblématique, la voici suspendue. Et quant à la flat tax totem du quinquennat d'Emmanuel Macron, la voici remise en cause par la CSG sur les revenus financiers. Quant à l'hôpital et au budget de la santé, étranglé il y a un mois encore dans un Ondam corset à 1,6%, le voici porté à 3, soit 4 milliards de plus que dans le budget initial. Oui, nous assumons d'avoir, par la négociation, par la recherche du compromis, dans un rapport de force parfois dur, toujours exigeant, nettoyer le musée des horreurs que dénonçaient il y a quelques semaines encore des syndicats de salariés qui ont souvent joint leur voix à la nôtre pour faire reculer le projet du gouvernement. Oui, nous assumons d'avoir fait reculer la politique d'Emmanuel Macron, la brutalité du budget initial de la sécurité sociale, d'avoir protégé les Français, même de façon imparfaite, en un mot, d'avoir fait notre devoir. En ce moment, à nul autre pareil, au milieu des périls de l'époque, nous n'avons eu que 2 préoccupations. Être utile tout de suite aux Françaises et aux Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui n'en vivent pas toujours. Défendre ensuite la possibilité du débat parlementaire plutôt que d'abandonner la démocratie à ses ennemis mortels du Rassemblement national. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu la fascination du spectacle de la chute et nous ne ferons jamais de la vie des gens les victimes de la politique du pire. Nous voterons ce budget de la sécurité sociale, non parce qu'il est le nôtre, mais parce qu'il est le fruit du compromis républicain, qu'il en va de l'intérêt des Français, de leurs services publics et de la France. Merci beaucoup, Monsieur le Président Vallaud. La parole est à présent à Madame Justine Gruet pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous voilà arrivés à un moment charnière du débat budgétaire qui anime l'Assemblée nationale depuis près de 2 mois. Des semaines que nous débattons pour doter la France d'un budget. Des semaines que chaque groupe défend ses positions au sein d'une assemblée divisée. On peut sans cesse râler, toujours être contre tout ou bien travailler. Notre ligne, les députés de la droite républicaine l'ont défendue avec beaucoup de sérieux tout au long des débats. Nous avons clairement indiqué que le projet initial était pour nous inacceptable et nous avons obtenu des avancées dans cet hémicycle. En faveur de la France qui travaille, avec le retour de la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires. En faveur de la France qui a travaillé toute sa vie, avec la revalorisation de toutes les pensions de retraite sur l'inflation. Vous le savez, pour nous, la retraite n'est pas un privilège, c'est le fruit d'une vie passée à travailler et à cotiser. Des avancées en faveur des classes moyennes, avec la suppression de la hausse de CSG sur des produits d'épargne aussi plébiscités par les Français que les assurances-vie et les PEL. Des avancées enfin pour nos professionnels de santé, en revenant sur l'essentiel des mesures qui allaient pénaliser nos pharmaciens et nos médecins libéraux. Ils sont si précieux dans nos territoires. Cependant, mes chers collègues, ce budget ne correspond pas à celui que nous aurions souhaité pour la sécurité sociale et l'assurance maladie. Il comporte des hausses d'impôts et de taxes à un niveau certes réduit par notre mobilisation et largement inférieur à ce que réclamaient le Parti socialiste et la France insoumise, mais des hausses d'impôts tout de même.
Aucune réforme structurelle qui permettrait de dégager des économies d'ampleur pour réduire nos déficits et assurer le financement de nos services publics. Et pour beaucoup d'entre nous, la suspension de la réforme des retraites sans financement constitue un élément préoccupant pour l'avenir de notre régime de retraite face à l'implacable réalité de l'évolution démographique. Non, ce budget ne correspond pas à nos convictions. Ce n'est pas le budget parfait, mais dans la situation actuelle, soyons lucides. Un budget idéal est un budget impossible. Et l'absence de budget qui conduirait à laisser dériver nos comptes sociaux et à priver de moyens supplémentaires nos hôpitaux, nos EHPAD, nos professionnels de santé n'est pas davantage souhaitable, mes chers collègues. Ainsi, notre groupe s'abstiendra majoritairement sur le vote de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Nous ne prendrons pas le risque de bloquer l'adoption de ce texte. Mes chers collègues, dans un foyer, lorsque les Français n'ont plus les moyens de payer toutes leurs factures, ils commencent par faire le point sur leurs dépenses qui peuvent être réduites. Ils ne vont pas chercher de l'argent supplémentaire en demandant à leurs voisins, notamment ceux qui travaillent, de leur donner toujours plus d'argent. C'est ce travail exigeant que nous devons conduire. C'est ce travail que nos compatriotes attendent. Dès demain, nous poursuivrons le travail parlementaire exigeant pour œuvrer en faveur des réformes structurelles que nous estimons indispensables, pour sauver notre système de protection sociale et redresser notre pays. Diminuer nos dépenses inutiles dans l'administration, limiter l'accès aux étrangers qui n'ont jamais contribué à notre système, lutter contre la fraude sociale qui mine tant nos comptes publics que la confiance des Français, revaloriser toujours le travail face à l'assistanat, avec la création d'une aide sociale unique permettant de s'assurer d'un écart net entre les revenus issus du travail et ceux issus de l'assistanat. Simplifier drastiquement face à la bureaucratie administrative qui pose problème, mes chers collègues, dans le quotidien de tous les Français. Tout est devenu compliqué. Cela entrave également nos services publics de santé et nos administrations de sécurité sociale. Nous en sommes convaincus. C'est cela qu'attendent de nous les Français. Faire œuvre utile, même dans cette période imparfaite. Je n'ai jamais connu de période facile. En attendant la saine confrontation démocratique du débat présidentiel, qui commencera, je vous le rappelle, l'année prochaine et tranchera les grands choix pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues. Ce vote est très regardé et nous savons que chacun d'entre nous, quel que soit son vote, aura des explications à donner. Alors je vais vous dire ce que moi je dirais à mes électeurs quand ils me demanderont pourquoi j'ai fait ce choix. La première chose, c'est que je le dirais que si j'écoutais mon cœur et si j'écoutais mes tripes, je vote contre ce texte. Je ne supporte pas ce que vous avez fait de l'hôpital depuis tant d'années. Qui peut aujourd'hui être satisfait du système de soins? Qui peut se satisfaire des délais d'attente? Qui peut se satisfaire des brancards dans les urgences? Qui peut se satisfaire aujourd'hui des soignants qui n'en peuvent plus et qui sont en burn-out? Voilà ce que moi, ça me dit si j'écoute mes tripes et si j'écoute mon cœur. Mais à un moment, après des semaines de débat, et parce que quand on est député, on ne peut pas écouter que son cœur et que ses tripes, eh bien à un moment, on essaye de prendre du recul. Et moi, je voudrais expliquer le cheminement qu'a fait le groupe écologiste et social. D'abord, on a essayé de se défaire du bruit, de tout le bruit qu'il y a autour de ce débat. Le premier d'entre eux étant les larmes de crocodile de Bruno Retailleau, qui va parler de hold-up fiscal, alors que son groupe a voté la fiscalité la plus injuste de ce texte, c'est-à-dire l'augmentation de la taxe sur les complémentaires santé, qui prendra 1 milliard d'euros chez tous les Français. Donc à un moment, ça suffit. Les commentateurs, moi, je n'en veux plus. Le deuxième du bruit, eh bien, c'est Édouard Philippe qui a décidé finalement, maintenant qu'il n'est plus élu, qu'il n'est plus aux responsabilités, de trouver, je ne sais pas, un peu de panache, un peu de courage, mais globalement, la déloyauté et l'ingratitude, je trouve que c'est assez moche.
Deuxièmement, on a refusé d'intégrer un 49.3 qui n'existe pas. Le Premier ministre a fait le choix de ne pas recourir au 49.3 et donc on a refusé tout à la fois cette idée que le débat devrait être entre un budget ou pas de budget, parce que dans ces cas-là, il faut faire un 49.3, mais on refuse également l'idée que ce vote serait un vote sur l'avenir du gouvernement. Nous ne votons pas aujourd'hui pour ou contre le gouvernement. Nous ne votons pas un vote de censure car nous continuons à penser que ce gouvernement est une anomalie démocratique. Non, le seul sujet sur lequel nous votons, c'est le texte de la sécurité sociale. Et donc à la fin, la question c'est d'essayer de comprendre au plus près ce qu'il y a dans le texte de la sécurité sociale et de dire la vérité. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de grande victoire, qu'il n'y a pas de grand soir. C'est finalement un petit texte. Mais c'est un petit texte dans lequel nous avons évité la casse. Nous avons évité que le pouvoir d'achat des plus précaires soit encore plus impacté par le gel des prestations sociales, par le gel des pensions de retraite, par la désindexation des pensions de retraite. Donc oui, on a évité la casse. Et parce que le groupe écologiste et social a de manière obstinément dit une seule chose. Ce qui comptera à la fin, c'est la question des moyens pour les soignants. Et que la question que nous posions, c'est est-ce qu'à un moment on pourra leur dire vous allez devoir faire le même travail, mais au moins on ne vous enlève pas d'argent. Et donc effectivement, avec l'augmentation des dépenses sur la santé, c'est ce que nous avons. Nous avons des moyens constants. Alors est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Mais est-ce que c'est négligeable? La réponse est non également. Oui, la question des moyens constants, le fait qu'on n'aille pas encore faire des économies sur l'hôpital, ce n'est pas rien. Et donc oui, cela a été déterminant dans notre réflexion. Par contre, nous le disons aussi, nous continuerons à être extrêmement vigilants. Vigilants parce que quand on dit qu'il y a des moyens constants, ça doit être des moyens constants pour tout le monde. Et que nous refusons que derrière le mot efficience ou derrière l'idée de malus, c'est-à-dire de pénalité financière sur les hôpitaux, eh bien, on aille prendre des moyens sur des hôpitaux dans des zones denses. Il ne faut pas qu'à un moment, les moyens constants, ce soit pour quelques-uns et pas pour d'autres. C'est dans tous les hôpitaux, dans toutes les régions de France, dans tous les départements de France que ces moyens constants doivent se traduire. Alors voilà, ce cheminement, il a été dur, il a été complexe. Et oui, ce vote, très clairement, est un vote de raison et pas un vote de cœur. Mais à un moment, quand il y a une avancée, quand il y a la manière de dire qu'on a impacté sur les moyens qui seront mis sur les hôpitaux et sur les soins de ville, on en tire la conclusion qui est que le groupe écologiste et social, en majorité, s'abstiendra. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente Chatelain. La parole est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, c'est l'heure de vérité cet après-midi pour l'Assemblée nationale. C'est l'heure de vérité pour la sécurité sociale qui vient de fêter avec fierté ses 80 ans et dont nous sommes tous les dépositaires et qui a permis d'accomplir des formidables progrès économiques et sociaux dans ce pays, regardés dans le monde entier. Alors, la question était simple, va-t-on la protéger? Va-t-elle survivre? C'est l'heure de vérité, d'autant plus que les comptes sociaux sont profondément dégradés. Alors vous allez me dire, c'est récent? Non, pas du tout. La CADES a été créée en 1993 pour soi-disant 15 ans. Et il faudra la prolonger car elle est, vous le savez, terriblement endettée. Je ne parle même pas de la COS. Et donc ce budget, s'il faut l'adopter, c'est au moins pour une raison qui nous a été expliquée la semaine dernière. C'est qu'il n'y aura plus de pilotage et naturellement une dérive inacceptable des comptes et la sécurité sociale aux mains des prédateurs financiers qui ne manqueront pas de se jeter sur nous. C'est l'heure de vérité aussi parce que ce sont 700 milliards attendus par les retraités. J'aurai quoi comme retraite l'année prochaine pour les entreprises? Monsieur le ministre, pour les facteurs de compétitivité, pour les demandeurs d'emploi, pour les hôpitaux qui attendent pour investir. Vous allez leur dire on attend le mois de mars. Alors je sais que Noël arrive. Je sais que chacun va mettre son petit soulier au pied du sapin et qu'on raconte des petits contes de Noël. Et vous croyez qu'en janvier et en février, on fera un budget dans les meilleures conditions? La réponse est non. C'est l'heure des vérités pour le Parlement lui-même. Et là,
je vous le dis avec beaucoup de gravité, c'est la première fois qu'ici, nous bâtissons un budget brique après brique. C'est un acte de liberté fondamentale que nous avons posé tous ensemble. Les vrais architectes de ce budget, ce sont les parlementaires eux-mêmes. Et ça a été permis pour des raisons politiques un peu uniques. Pas de 49.3. Ceux qui nous disaient 49.3, vous nous violentez. Il n'y a pas de 49.3. Ensuite, il a fallu suspendre la réforme des retraites. Et je regarde Elisabeth Borne qui l'a portée avec courage. Et nous étions un certain nombre ici. Mais je vous le dis à tous, vous verrez le moment où, après les présidentielles, tout cela reviendra. Et vous penserez aux propos que j'aurais tenus à cette tribune. Et puis, il faut arriver à un compromis. Alors, puisque tout à l'heure, Jérôme Gage, dans une très belle question, parlait d'Aristide Briand. Aristide Briand était reconnu comme un des merveilleux artisans des compromis. Mais un compromis, il exige l'humilité. Il exige de dire une chose. Il n'y a de victoire que collective et pas de victoire individuelle. Alors, il y a ceux qui sont sortis des postures pour bâtir ce budget, pour faire en sorte qu'on arrive à l'élaborer dans les meilleures conditions, le dégel des minima sociaux, les franchises qui ont disparu, les apprentis mieux protégés, l'ONDAM à 3,3%, les mutuelles. Je suis un peu surpris de voir qu'il y a des grands défenseurs des mutuelles, mais c'est les mutuelles qui prennent de l'argent dans les poches des citoyens. C'est pas le contraire, c'est pas nous qui allons leur faire les poches. Les heures supplémentaires et le travail qui paye mieux. L'outre-mer qui n'a pas été oublié. Alors face à cela, il y a d'autres architectes. Ce sont les architectes du chaos, ceux-là on les connaît, les professionnels du désordre. Le chaos, c'est l'impasse. Vous voulez de la respectabilité, vous voulez le chaos. Mais parce qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui vous mène. Les prochaines présidentielles, la dissolution, 2026, rien à faire, 2027, rien à faire, et dans une alliance formidable entre les Insoumis et le RN, 34 milliards d'euros d'impôts en plus, le dégel des minima sociaux. Vous irez dire dans vos circonscriptions que le dégel des minima sociaux, vous avez voté contre. Vous direz que vous avez voté contre la réforme, le dégel des retraites. Vous direz que vous avez voté contre la retraite qui est mise entre parenthèses. Ne vous inquiétez pas, les électeurs, ils nous regardent, ils le seront. Alors, je vais vous le dire, pour terminer mon propos, évidemment, il y a des insuffisances. Et les insuffisances, vous les connaissez, je crois, souligné à plusieurs reprises. Quand est-ce qu'on aura une vraie réforme structurelle du système de santé avec une loi pluriannuelle? Quand est-ce que la prévention sera la clé d'entrée de tout? Quand est-ce qu'on aura cette nouvelle architecture où on fait confiance aux professionnels de santé dans des territoires de santé avec des professionnels qui ont en charge justement la santé publique et non un système de défiance? Alors les démocrates, nous faisons le choix de la responsabilité. Nous faisons le choix d'une phrase assez simple. Tout ce qui est parfait n'existe pas, mais l'imparfait est mieux que le hasard. Alors nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, monsieur le député. S'agissant d'un vote solennel, je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à monsieur le président Christophe pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Les deux plus grandes erreurs économiques commises par notre pays, le retour sur l'âge de départ à la retraite sous Mitterrand et les 35 heures, sont le péché originel, l'héritage désastreux de la gauche. Ces décisions ont sciemment ignoré une réalité démographique déjà connue et visible. Elles ont volontairement fragilisé les trajectoires budgétaires des décennies suivantes. 40 ans plus tard, la gauche persiste dans l'aveuglement. Elle refuse d'assumer un recul de l'âge de départ à la retraite, pourtant si nécessaire. Elle préfère flatter l'illusion plutôt que de dire la vérité. Et nous voyons méduser tous les populistes de la France insoumise au Rassemblement national s'allier pour défendre ensemble la retraite à 60 ans. Mais qui peut croire sérieusement que cette promesse bancale est tenable? Qui peut imaginer que nous pourrions financer une retraite de 22 ans en moyenne avec un système bâti pour n'en financer que 5? Cette promesse, c'est du vent qui coûte des milliards d'euros. Depuis la dissolution, la gauche réclame le pouvoir, un gouvernement, un Premier ministre. Notez qu'elle n'a obtenu ni l'un ni l'autre.
Mais en négociant seule avec le gouvernement, elle s'est retrouvée propriétaire de son budget. Pour cela, elle a été aidée par les extrêmes. Ils ont soutenu les mêmes taxes, les mêmes dépenses, les mêmes dérives. Ils ont voté ensemble pour alourdir la fiscalité, non seulement de nos entreprises, mais aussi de nos concitoyens, en touchant même à leur épargne. Ils ont approuvé des milliards de dépenses nouvelles, souvent sans financement, distribuant l'argent public comme s'il était magique. Ce déferlement fiscal a un résultat clair. Moins d'investissements, moins de croissance et plus de déficit. Par conviction, allons, on ne sauve pas un pays en détruisant sa compétitivité. Ce n'est pas de la vision et encore moins du courage, c'est au mieux de l'incompétence, au pire du calcul politicien. C'est ainsi que la France insoumise et le Rassemblement national voteront contre la copie finale d'un texte qu'ils ont pourtant contribué à écrire. C'est à ne rien comprendre. Ils se cachent, ils fuient leur propre vote, ils n'assument rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le chaos. Et les socialistes, eux, avancent avec la naïveté de ceux qui se croient fins stratèges. Ils veulent gouverner ce pays, mais ils semblent découvrir qu'avec quelques 60 députés, une minorité de cet hémicycle donc, ils ne peuvent pas porter seuls un budget national. Quant à mon groupe, je veux être très clair. Nous n'avons jamais fui nos responsabilités. Nous avons tendu la main, nous étions ouverts au dialogue. Mais depuis le début, je n'ai pas vu la gauche se presser pour construire une solution de compromis. Un compromis oblige chacun à faire des concessions. Mais avez-vous, c'est uniquement à sens unique et au mépris des équilibres budgétaires. Nous l'avons dit dès le 16 octobre, nous ne voterons pas n'importe quoi. Et personne ici ne peut feindre la surprise. S'il y a bien une chose qu'on ne peut résolument pas reprocher à mon groupe, c'est sa constance et son sérieux. Dans cet hémicycle, de jour comme de nuit, nous avons défendu nos entreprises, et oui, notre tissu productif et la prospérité de nos territoires. Notre pays se doit de faire face à un choc démographique majeur et au vieillissement de sa population. Il nous faut préparer l'avenir. Or, ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux qui se dressent devant nous. Il devait s'inscrire à 17 milliards de déficit. Les concessions faites aux uns et aux autres l'emportent à hauteur de 24 milliards de dettes supplémentaires. Un déficit cumulé entre 5,1 et 5,3% du PIB, alors que la raison imposait de rester sous les 5%. Un texte sans équilibre, sans vision, sans responsabilité. Un budget qui ne prépare rien, n'anticipe rien et affaiblit même la France. Pire encore, il fait entrevoir un avenir sombre pour notre jeunesse qui héritera de cette dette. Pierre Mendès France disait « Ne jamais sacrifier l'avenir au présent ». Combien il avait raison. On ne construit rien avec des illusions. Chez Horizon, nous disons non à l'aveuglement, non au dérapage, non à l'irréalisme. Mais nous ne sommes pas non plus les artisans du cadeau. C'est pourquoi notre groupe, Horizon et Indépendants, dans sa très grande majorité, s'abstiendra sur ce budget. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Christophe. La parole est à présent à Monsieur le Président Negelen pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, soyons clairs, le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne nous satisfait pas. Mais il est le résultat d'un travail parlementaire mené entre des groupes qui n'ont ni les mêmes idées, ni les mêmes priorités et qui ont accepté de discuter et de chercher ensemble un compromis. Ce n'est donc pas le texte que chacun aurait écrit, mais c'est un texte débattu et travaillé collectivement et cela mérite d'être reconnu, c'est malheureusement trop peu le cas. S'agissant du vote de ce jour, 3 questions se posent. La première est simple. Ce texte nous convient-il dans son entièreté? La réponse est clairement non. Des points de désaccord existent et nous les avons exprimés. Deuxième question, l'absence de texte serait-elle préférable? En réalité, certainement pas. Un PLFSS non adopté, c'est un déficit qui se creuse automatiquement, faute de mesures de redressement.
C'est aussi une perte de visibilité majeure pour les hôpitaux, les EHPAD, les professionnels de santé, tous ceux qui ont besoin de prévisions, de trajectoires financières, de repères stables pour assurer leur mission. Si le PLFSS est le texte des plus fragiles, il est aussi celui des acteurs qui les accompagnent, souvent dans des conditions extrêmement contraintes. C'est en gardant à l'esprit la situation de ces acteurs essentiels que nous devons nous prononcer aujourd'hui et prendre nos responsabilités en leur donnant plus de moyens pour leur mission. Troisième question, le texte final est-il meilleur que celui présenté initialement par le gouvernement? Et là, oui, sans ambiguïté, et c'est ça le fruit du travail du Parlement. Ce texte comporte des corrections importantes obtenues grâce à notre groupe, afin de protéger les salariés, les classes moyennes, les retraités, et notamment grâce à la suppression du gel des prestations sociales, le maintien de l'exonération salariale sur les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026 au bénéfice des jeunes travailleurs, et le maintien tel quel du dispositif Lodéom ainsi que son extension à Mayotte, portée par notre groupe et adoptée à l'unanimité, qui reconnaît enfin le besoin urgent de compétitivité de ce territoire. Nous avons également obtenu le rétablissement de l'article 8 sexies, qui propose de calculer les allègements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au SMIC, ce qui permettra d'inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima au bénéfice du pouvoir d'achat des plus modestes. Enfin, la possibilité de fractionner le congé de naissance qui apporte une souplesse bienvenue aux familles, là où la vie quotidienne appelle parfois des réponses simples mais concrètes. Cela étant dit, que ce compromis soit adopté ou non ne doit pas nous dispenser d'une réflexion de fond sur l'avenir de notre protection sociale. Les équilibres financiers se tendent, les besoins augmentent, les territoires ne sont pas égaux face à l'accès aux soins. Il nous faudra collectivement ouvrir le chantier de l'avenir de notre modèle de protection sociale avec lucidité et ambition. Notre groupe n'a pas d'agenda électoral et n'a jamais été dans des postures partisanes. Nous le répétons, ce texte ne nous satisfait pas, mais nous faisons preuve de pragmatisme et surtout de bon sens. Ainsi, au regard de ces avancées obtenues, du risque de dégradation économique que ferait peser l'absence de budget pour notre pays, et parce que nous restons fidèles à notre boussole, sens des responsabilités, justice sociale et territoriale, la grande majorité du groupe LIOT votera en faveur de ce texte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'ai encore un dernier intervenant, Monsieur Yannick Monnet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente. J'ai bon un coup. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La première chose qu'il me semble important de noter, c'est qu'il y a eu débat. Un vrai débat, suivi d'un vote sur la loi de financement de la sécurité sociale. Pour moi, élu député depuis 2022, c'est une première. Et ces débats ont permis de faire évoluer le texte initial. Ces débats ont surtout permis, s'il en était encore besoin, de rendre saillantes les positions politiques à droite et à gauche de cet hémicycle en matière de justice sociale, de mesurer qui réellement veut préserver notre modèle de protection sociale. Vous avez, Madame la Ministre, souligné mes principes en la matière. Et en effet, avec l'ensemble des députés de mon groupe, je défends vigoureusement les principes de solidarité de la sécurité sociale qui posent que chacun contribue selon ses moyens, sur la base de la richesse produite et reçoit selon ses besoins. Parce qu'en ces temps de grande incertitude sociale, économique et environnementale, en ces temps où la pauvreté n'a jamais autant gangréné notre société, si nous laissons ne serait-ce qu'un peu sur ces principes de la sécurité sociale, nous renonçons à ce qui reste de notre cohésion sociale. Aussi, lorsque ce gouvernement et la droite nous interpellent sur la dette inouïe que nous laisserions en héritage aux générations futures,
Je réponds que je n'ai pas davantage envie de leur laisser un monde où la retraite sera fonction de ce que chacun a pu épargner, où les soins sont accessibles à celui qui peut payer, où régnera le chacun pour soi sans plus aucun esprit solidaire. Je réponds que notre effort doit être double et d'un seul et même geste, inspiré précisément par les principes de la sécurité sociale. Oui, il faut rétablir l'équilibre de la sécurité sociale en lui donnant les moyens de son existence, c'est-à-dire en la dotant des ressources issues de la cotisation sociale. Il n'y a pas de méthode plus juste, plus équitable, plus pérenne que celle-ci. La difficulté, c'est que pour certains, les ressources équivalent seulement à une moindre dépense. C'était le défaut majeur du texte initial, et d'autant plus que ces moindres dépenses pesaient quasi intégralement sur les assurés sociaux. À ce titre, je regrette qu'une majorité ait ici maintenu la taxe de 2% sur les complémentaires santé, sans aucune assurance qu'elle ne les répercute aujourd'hui ou demain sur les assurés. Je me félicite, à l'inverse, que le pouvoir d'achat, au demeurant bien faible, des apprentis ait pu être préservé et que l'ensemble des prestations sociales et de pensions de retraite seront bien revalorisées en 2026. Je prends également acte de l'engagement du gouvernement de renoncer à augmenter les franchises médicales. C'est bien la moindre des décences quand on sait que plus de la moitié de nos concitoyens renoncent à des soins. Nous avons pu par ailleurs avoir un début de débat sur la CSG. En gagnant la suppression du gel de la CSG sur les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations chômage, nous avons évité à bon nombre de Français de subir une nouvelle perte de pouvoir d'achat. En revanche, le compromis trouvé sur la CSG portant sur le capital n'est pas pleinement satisfaisant. Nous souhaitons que les petits épargnants soient exemptés. C'est chose faite. Mais au passage, l'Assemblée nationale, sur la proposition du gouvernement, a également épargné les plus aisés qui tirent la plus grande part de leurs revenus du capital. En termes de juste effort de chacun, il y a encore une grande marge de progression. Les ressources de la sécurité sociale, nous ne cessons de le dire, sont également grévées par les exonérations de cotisations non compensées. Nous apprécions que le gouvernement ait entendu notre demande formulée de longue date en s'engageant à compenser les exonérations sur les heures supplémentaires pour un montant de 2,5 milliards d'euros, ainsi qu'à rattraper la sous-compensation des allègements généraux estimés aux alentours de 2 milliards d'euros. Néanmoins, le débat sur la masse des exonérations de cotisations sociales et les exemptions d'assiette sans contrepartie reste devant nous. Et c'est pourtant là un grand gisement de recettes pour notre sécurité sociale. En définitive, nos débats ont colmaté quelques brèches et évité quelques bien mauvais coups pour les Français, mais il n'a pas sauvé notre modèle social. L'insuffisance de ressources nouvelles reste très préoccupante. Le rehaussement de l'Ondam à 3,1% éloigne un peu la sentence du comité d'alerte, mais fait fi, une fois de plus, de la nécessité d'en venir à une loi de programmation pluriannuelle. Le fait d'avoir de nouveau affecté 15 milliards d'euros de dette à la CADES pour éviter un débat de fond sur cette dette et sa financiarisation fragilise la sécurité sociale. Autrement dit, les débats de fond et d'urgence restent devant nous et il serait bon, si nous voulons réellement préserver la sécurité sociale, de ne pas attendre l'automne prochain pour oser avoir ces débats. En conclusion, dans ce contexte particulier, une majorité des députés de mon groupe votera contre ce texte et une autre part non négligeable, dont je fais partie, s'abstiendra. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais vous laisser regagner votre place. Nous en venons au vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. C'est bon? Tout le monde est à sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 574, exprimés 481, majorité 241, pour 247, contre 234. L'Assemblée nationale a adopté. Je vous remercie. La séance est suspendue.